Le téléphone de Brad sonna. Le nom de son fils aîné apparut sur l'écran. Le gamin avait besoin de parler, de quelque chose à propos de problèmes au paradis après seulement 3 ans de mariage. Soupçon d'infidélité. L'estomac de Brad se serra. Il connaissait cette danse que trop bien. « Je peux aider », a dit Brad à son fils, essayant de projeter une confiance qu'il n'éprouvait pas. En réalité, il avait profondément enfoui ses souvenirs. Les faire remonter à la surface équivaudrait à s'opérer lui-même sans anesthésie. Mais c'était sa chair et son sang qui demandaient de l'aide. Brad et son ex-femme avaient eux-mêmes surmonté leur propre tempête de merde à l'époque. Il se devait de partager avec le garçon toute la sagesse qu'il avait glanée dans les décombres. Brad s'installa dans son fauteuil préféré, un bloc-notes à la main. Il aurait mieux fait de se mettre à l'aise. Ce voyage dans le passé allait lui faire un mal de chien. Mais il serait damné s'il laissait son fils naviguer seul dans ces eaux dangereuses. Les souvenirs lui sont revenus par flash, vifs malgré les années. Au lycée, en 2e année. C'est à ce moment-là que Brad a posé les yeux pour la première fois sur Caroline, la reine incontestée de sa classe. De longs cheveux blonds, des courbes bien placées, des yeux si bleus qu'on pourrait s'y noyer. Tous les hommes la voulaient. Brad n'avait aucune chance. À l'époque, il était un homme dégingandé, timide, maladroit, aussi cool qu'un père de famille à un bal de fin d'année. Mais le destin en avait décidé autrement. La fête des 16 ans de Caroline. Brad n'était même pas censé être là, il avait accompagné une amie d'une amie. Mais elle était là, se faufilant dans la foule comme une déesse adolescente. Leurs regards se croisèrent de l'autre côté de la pièce. Elle lui sourit vraiment, et s'approcha d'elle. Sans un mot, elle lui en planta une. Comme ça, tout simplement. Puis elle se retourna et se dirigea vers son autre partenaire. Le type semblait prêt à commettre un meurtre. Mais Brad volait trop haut pour s'en soucier. Il était éperdument amoureux, désespérément dévoué à une fille qui ne savait pas qu'il existait. C'était comme dans un film pour ados ringards. Caroline était la fille de rêve inaccessible, Brad le bon à rien amoureux. Mais il était déterminé à la faire sienne, quoi qu'il en coûte. Lentement mais sûrement, Brad a gravi les échelons de l'échelle sociale. Le soir du bal de fin d'année, ils n'étaient plus que tous les deux. Les parents de Caroline avaient eu la miséricorde de mettre un terme à l'amitié de Vernon. Ils avaient scellé leur relation cet été-là, après la remise des diplômes, ivres d'un amour de jeunesse et de la promesse d'une vie éternelle. Brad se sentait invincible. Si seulement il avait su ce qui l'attendait. Brad est parti à l'université cet automne-là, poursuivant son rêve de devenir professeur de mathématiques. Caroline a décidé de devenir infirmière et a emménagé dans un dortoir d'un des grands hôpitaux du centre-ville. 30 kilomètres auraient tout aussi bien pu faire 20 000. Les 4 années qui ont suivi ont été des montagnes russes. Entre les cours et le travail, Brad avait à peine le temps de respirer, sans parler d'entretenir une relation. Mais la vie avait d'autres plans pour mettre son courage à l'épreuve. Son père s'est effondré au travail un jour, victime d'une hémorragie cérébrale massive. Les médecins ont dû lui ouvrir le crâne et extraire des morceaux de son cerveau. Cela a laissé une bosse visible depuis l'espace. L'entreprise a offert à papa une misérable indemnité de départ et l'a mis à la porte. Du jour au lendemain, le soutien de famille s'est retrouvé réduit à l'état d'ombre, parqué dans son fauteuil jour après jour. Maman a dû prendre le relais, laissant Brad s'occuper de ses jeunes frères et sœurs. Son frère Todd a déraillé, a séché les cours et a vu ses notes chuter. Brad ne comptait plus le nombre de fois où il avait dû sortir l'enfant d'un mauvais pas. Et puis il y avait Suzanne, sa petite sœur. Trop jolie pour son propre bien, elle attirait toutes les attentions indésirables. Brad passait la moitié de son temps à jouer les gardes du corps, à chasser des pervers 2 fois plus âgés qu'elle. Mais le véritable coup de poing dans le ventre venait de sa mère. Son père étant pratiquement mis au placard, elle a commencé à se faufiler dans le bar du coin pour participer à des activités extrascolaires. Brad n'était pas idiot. Il savait ce que signifiaient ces nuits tardives au travail. Son père le savait aussi. L'homme fier n'a jamais dit un mot, mais Brad pouvait voir la douleur dans ses yeux. C'était comme le voir mourir petit à petit. Quand papa a finalement donné son dernier souffle, maman a eu un choc. Elle est devenue un fantôme, dérivant dans la maison dans un brouillard de chagrin et de culpabilité. Pendant ce temps, la relation de Brad et Caroline a connu des turbulences.
Ils ont rompu plusieurs fois, parvenant toujours à se réconcilier. Mais en y repensant, Brad se rendit compte que ces pauses étaient probablement le moyen pour Caroline de tester d'autres options. Il essaya d'ignorer les doutes persistants, les soupçons qui le rongeaient. Mais un jour, la paranoïa prit le dessus. Il a commencé à appeler le dortoir de Caroline de manière obsessionnelle, mais ses colocataires l'ont à chaque fois bloqué. Ils lui ont raconté que Caroline était trop bouleversée pour parler, pleurant à chaudes larmes parce qu'il se comportait comme un con. C'était des conneries et Brad le savait. Il n'avait jamais été que bon envers elle. Le désespoir l'avait poussé à surveiller son dortoir, espérant la prendre en flagrant délit. Mais Caroline était trop intelligente pour ça. Brad n'a réussi qu'à se rendre fou. Finalement, il a obtenu son diplôme et a décroché un poste de professeur de mathématiques au lycée. Caroline a décroché un emploi intéressant dans une clinique pédiatrique près de leur ville natale. Ils se sont mariés, ont eu un mariage parfait et sont partis vers le soleil couchant. Quelques mois plus tard, Caroline a annoncé la grossesse. Leur premier enfant, un garçon qu'ils ont prénommé Brad. Quelques années plus tard, la petite Bridget, prénommée ainsi en hommage à la mère de Caroline, est née. La vie s'est installée dans un rythme confortable. Ils ont acheté une première maison dans un quartier calme. Caroline a gravi les échelons au travail tandis que Brad enchaînait les promotions, pour finalement décrocher le poste de directeur d'un nouveau collège. Mais quelque chose clochait. Brad n'arrivait pas à mettre le doigt dessus au début. Elle parlait encore des choses du quotidien, des enfants, des factures, des problèmes du ménage. Mais les projets à long terme? Ces conversations s'étaient taries. Caroline était si enthousiaste à l'idée de parler de leurs vacances de rêve, d'un road trip à travers le pays, passant par tous les grands sites touristiques. Maintenant, quand Brad abordait le sujet, elle détournait ou changeait de sujet. C'étaient les petites choses qui activaient les sens d'araignée de Brad. La façon dont Caroline évitait son regard quand il parlait de l'avenir. Le changement subtil dans son langage corporel. Brad essaya de s'en débarrasser, de se dire qu'il était paranoïaque. Mais au fond, il le savait. Quelque chose clochait au Danemark. La révolution technologique en était encore à ses balbutiements. Il n'y avait pas de smartphone, de GPS ou d'ordinateurs portables omniprésents. Brad ne pouvait pas suivre électroniquement les déplacements de Caroline, et embaucher une femme de ménage lui semblait mal, sans parler du fait que c'était inabordable étant donné le contrôle que Caroline avait sur leurs finances. Brad utilisait avec parcimonie leur carte de crédit commune, tandis que Caroline gérait toutes les autres dépenses en espèces. Ces assurances, selon lesquelles ils allaient bien financièrement, commençaient à sonner creux. Le travail de proviseur de Brad l'occupait avec des événements extrascolaires tout au long de l'année. Il commença à se demander où se trouvait Caroline pendant ses absences, soupçonnant que leur voisine adolescente, Jenny, faisait du babysitting plus souvent qu'il ne le pensait. Il réalisa à quel point il serait facile pour Caroline d'avoir une liaison, étant donné leurs engagements professionnels séparés. Brad expliqua à son fils que les liaisons pouvaient aller de rendez-vous rapides à des rencontres élaborées en dehors de la ville. Le véritable problème était le déséquilibre des pouvoirs. Brad n'était qu'un simple professeur, tandis que Caroline travaillait avec des médecins, de véritables demi-dieux dans leur éducation ouvrière. Comment pouvait-il rivaliser avec des sauveteurs comme l'oncologue pédiatrique? Brad a rencontré le docteur Ménard Gilmore lors d'un événement professionnel, sans penser à ce médecin divorcé. Il faisait entièrement confiance à Caroline, aveugle aux signes avant-coureurs. Au final, l'insouciance de Caroline pendant la saison de basket a tout fait s'écrouler. Caroline a commencé à déraper, à négliger son emploi du temps. Avant, elle ne sortait que le vendredi, mais maintenant elle sortait aussi les autres soirs. Brad se retrouvait plus souvent à la maison quand elle rentrait de ses soirées entre filles. C'était comme regarder une élève essayer de tricher à un examen. Au début, ils sont prudents et s'en tiennent à un modèle. Mais ensuite, ils deviennent arrogants et commencent à prendre des risques. C'est là qu'ils se font prendre. Brad ne pouvait plus ignorer les signes. Ce n'était pas seulement l'alcool dans son haleine ou la façon dont elle passait devant lui et les enfants. C'était toute son énergie. Caroline avait toujours été une fashionista, obsédée par les dernières tendances. Sa coiffure et son maquillage étaient toujours impeccables. Alors pourquoi rentrait-elle à la maison avec l'air d'avoir été traînée à reculons à travers une haie? Les 2 premières fois, Brad a fait l'idiot. Mais bientôt, il ne put plus faire semblant. Un soir, il l'appela enfin. « Caroline,
Pourquoi ces nuits tardives? Demanda-t-il en essayant de garder une voix calme. Elle cligna des yeux, visiblement perplexe. Que veux-tu dire? Regarde-toi, dit Brad en désignant son apparence échevelée. Où étais-tu? On dirait que tu as fait de la lutte dans la boue. Elle vient de sortir avec des amis, dit-elle d'une voix pâteuse. La patience de Brad commençait à s'épuiser. Vraiment? Avec qui? Caroline énuméra une liste de noms, dont quelques médecins. L'un d'eux se démarqua, Ménard Gilmore. Caroline, tu n'as pas l'air bien, insista Brad. Que se passe-t-il? Peut-être que c'était l'alcool qui lui déliait la langue, mais Caroline n'avait plus de filtre. Pour l'amour du Christ, Brad, tu sais. Je sais que tu sais. Le cœur de Brad se serra. Non, Caroline, je ne sais pas. Et puis elle a lâché la bombe. Moi et le docteur Gilmore, tu sais? Le monde a basculé sur son axe. Brad avait l'impression qu'il allait être malade. Non, Caroline. Que veux-tu dire par toi et le docteur Gilmore? Le visage de Caroline se décomposa. Je suis désolé, Brad. La première réaction de Brad a été de nier la réalité. Cela ne pouvait pas arriver. Mais au fond, il savait que c'était vrai. Caroline continuait à parler, les mots jaillissant entre deux sanglots. Le docteur Gilmore et moi, nous. Brad, je suis vraiment désolé. Nous nous aimons. À ce moment-là, le monde de Brad a implosé. Tout ce qu'il pensait savoir s'écroula autour de lui. Son esprit s'emballa, cherchant quelque chose à dire, quelque chose à faire. Mais tout ce qu'il parvint à dire fut « Tu me quittes ». Ce n'était pas une question. Il savait que c'était fini. Aucun avertissement, aucune préparation. Une minute, il avait une femme, une famille, un foyer. La minute d'après? Rien, sinon un vide béant. Caroline était assise là, un amas de maquillage taché et de vêtements froissés, empestant l'alcool. Oui, Brad, je suppose que je le suis. Elle essaya de faire bonne figure, mais Brad s'en rendit compte. Il avait déjà vu ce même comportement chez d'innombrables étudiants au fil des ans. Brad, je t'aime, dit Caroline d'une voix tremblante. Je t'ai toujours aimé. C'est juste que je ne suis plus amoureuse de toi. Le cliché a frappé Brad comme un coup de poing. Son mariage était devenu un mauvais scénario de comédie romantique. En un instant, le choc a laissé place à la rage. Une fureur aveugle et dévorante. Les yeux de Brad se posèrent sur le précieux cabinet de curiosité de Caroline. Avant qu'il ne sache ce qu'il faisait, il traversa la pièce et arracha la porte de ses gonds. Ses mains trouvèrent des objets fragiles, du cristal de Waterford, des figurines Swarovski, des bibelots de famille inestimables. Il les jeta à travers la pièce, les brisant contre les murs. Caroline hurla, le suppliant d'arrêter. Mais Brad n'en était qu'à ses débuts. Il s'est attaqué à la télévision, à la chaîne stéréo, au tableau encadré. Tout ce qui se trouvait à sa portée devenait la cible de sa colère. La salle à manger était la suivante. Porcelaine fine, cadeaux de mariage, verre à pied en cristal, tout cela réduit à des éclats scintillants sur le sol. Les yeux de Brad tombèrent sur leurs photos de mariage. Les mariés, tout sourire, figés dans le temps. Il l'arracha du cadre, le réduisant en confetti. « Hurrah, c'est fini !» cria-t-il, en jetant les morceaux en l'air comme pour une célébration tordue. La cuisine fut son dernier champ de bataille. Les chaises devinrent des béliers, les plats de tous les jours des projectiles. Il arracha même le robinet sophistiqué que Caroline avait insisté pour avoir. Elle le suivit en pleurant et en suppliant. Mais Brad avait perdu la raison. Chaque plat, chaque verre, était-il encore à lui? Il ouvrit brusquement le réfrigérateur et vida son contenu sur le sol. Le lait s'est mélangé au thé glacé, les restes de poulet ont éclaboussé le linoléum. Et puis, aussi vite que ça a commencé, ça s'est terminé. Brad a trouvé ses enfants terrifiés dans l'embrasure de la porte, ce qui l'a fait craquer. L'attitude de Caroline changea lorsqu'elle lui ordonna froidement de partir. Abasourdi, Brad fit ses bagages et partit, trouvant un logement temporaire avant de s'installer près de leur maison. 20 ans plus tard, Brad repensait à cette nuit-là en réfléchissant à la manière d'annoncer la nouvelle à son fils. Caroline avait rapidement obtenu une ordonnance restrictive et un avocat. Au cours des négociations,
Brad a cherché des réponses, mais la réaction cruelle de Caroline l'a dévasté. Elle a révélé ses véritables sentiments, avouant ne jamais l'avoir vraiment aimé et détaillant ses infidélités. Bien qu'écrasé, Brad sentit quelque chose de bizarre dans la tirade de Caroline. Elle semblait répéter, avec des notes de culpabilité sous la cruauté. Il réalisa que Caroline avait lutté contre ses propres problèmes, l'ayant utilisé comme un substitut depuis le début. À la fin de sa confession cruelle, la haine de Brad s'était transformée en vide. Caroline était désormais morte pour lui, une constatation qu'elle voyait clairement dans ses yeux. Le règlement du divorce laissait Brad sous le choc. Caroline a obtenu la maison et la moitié de leurs économies, tandis que Brad s'est contenté d'une pension alimentaire raisonnable et de visites limitées. Il a ravalé sa fierté pour éviter les drames du travail, laissant Caroline garder son emploi et sa nouvelle relation. Les adieux sincères de Brad à Caroline sont tombés à plat, et les choses ont empiré lorsqu'elle a empoisonné les enfants contre lui. Mais peu de choses ont été faites. La famille de Brad l'a aidé à trouver un appartement décent, et le remariage précipité de Caroline et sa grossesse ont par inadvertance poussé les enfants à revenir chez Brad. Le travail est devenu un champ de mines de rumeurs et a fait perdre le respect. L'estime de soi de Brad a chuté, ce qui a conduit à une série de 6 mois de relations sans intérêt et de comportements autodestructeurs. Il a essayé de rétablir l'équilibre, de redorer son image et d'afficher sa nouvelle liberté, mais cela ne l'a rendu que plus malheureux. Au moment où les choses semblaient les plus sombres, le salut est apparu sous la forme de Miss Winters, une petite rousse qui a attiré l'attention de Brad. Cette enseignante impertinente et appréciée est passée devant son bureau, ouvrant la voie à un tournant potentiel dans la vie tumultueuse de Brad après son divorce. Quelque chose la fit s'arrêter. Elle fit marche arrière, se glissa dans le bureau de Brad et ferma la porte derrière elle. Le monde de Brad était sur le point de basculer à nouveau. Miss Winters s'affala sur la chaise en face de lui. « Brad, dit-elle, renonçant aux formalités, je vois que tu souffres. Laisse-moi t'aider. » Brad se hérissa lorsqu'elle l'entendit prononcer son prénom. « Mademoiselle Winters, répondit-il en insistant sur son titre, je vais parfaitement bien. Puis-je faire quelque chose pour vous ?» Elle lui lança un sourire qui ferait fondre les glaciers. Puis elle s'est lancée dans un monologue qui a laissé Brad perplexe. « Monsieur Whitmore, Brad, a-t-elle commencé, j'ai presque 32 ans. Je ne suis pas un top modèle. J'ai un enfant de 5 ans et un ex-petit ami. Mais je sais que je peux t'aider. » Brad a essayé de lui couper les ponts, mais elle était sur la lancée. « Je le vois, Brad. Tu es coincé dans un trou et tu ne sais pas comment en sortir. Crois-moi, je suis déjà passé par là. » Il se leva, prêt à lui montrer la porte. « Écoutez, mademoiselle Winters. » Mais elle n'en voulait pas. « Monsieur Whitmore, tout le monde sait ce qui s'est passé. Ils marchent tous sur des œufs, mais pas moi. J'ai décidé que vous aviez besoin de mon aide. J'ai vu tes enfants, leurs amoureux, et... » Mon Dieu, elle lui faisait peur. Brad fit un pas en arrière, essayant de reprendre le contrôle de la situation. Avant qu'il puisse placer un mot, elle insista. « Oui, je sais. C'est totalement inapproprié. Les drames familiaux sont à proscrire. Mais écoutez-moi bien. » Le cerveau de Brad était en court-circuit. Il essayait de se concentrer sur tout sauf sur ses yeux, qui semblaient le voir à travers lui. « Demain, » dit-elle brusquement, tournant les talons et sortant du bureau. Brad resta là, stupéfait. Que diable venait-il de se passer? Après quelques secondes, il se ressaisit. Il fallait que ce soit l'une de ces 3 choses. Une véritable proposition d'amitié, une réponse au pari tordu d'un professeur ou un simple appel au butin. Le premier réflexe de Brad fut de la faire transférer hors de son école le plus vite possible. Il tendit la main vers le téléphone, prêt à appeler son superviseur, le docteur Desildes. Mais il s'arrêta. Son transfert pourrait se retourner contre lui. Il pourrait bien finir par se retrouver avec un perdant incompétent à sa place. Et envoyer Miss Winters dans une école plus dure? Les loups là-bas la dévoreraient vivante. Brad raccrocha le téléphone en soupirant. Il allait devoir gérer ce désordre tout seul. Le lendemain, Miss Winters se pavana comme si elle avait dévalisé la section bibliothécaire sexy d'un magasin d'Halloween. Son habituel tweet maladroit avait disparu. À la place, un chemisier versoyeux assorti à ses yeux et une jupe qui laissait peu de place à l'imagination. Toutes les têtes de l'école se tournaient quand elle passait.
Ouais, pensa Brad, elle me vise vraiment. Elle semblait se matérialiser près du bureau principal à chaque fois que Brad se retournait. Cela devenait ridicule. À la fin de la journée, alors que Brad se dirigeait vers sa voiture, elle lui a tendu une embuscade. « Aide-moi à porter ces cartons ?» demanda-t-elle, toute innocente. Quand ils eurent fini de charger sa voiture, elle se mit sur la pointe des pieds et lui fit un bisou sur la joue. « J'espère te voir vendredi après l'école, » murmura-t-elle. « Je vais attendre devant Déniès. » Brad a essayé de la faire taire. « C'est une mauvaise idée. Je pourrais perdre mon travail. » Elle a juste souri. « Seulement si je me plaignais. Et ça n'arrivera jamais. » Avec un clin d'œil, ajouta-t-elle, « Tu as besoin de quelqu'un. Je pense que je peux t'aider. » Brad lui a dit qu'elle était folle. Elle a juste souri encore plus fort. C'était mercredi. Brad a passé jeudi et vendredi à l'éviter, mais il ne pouvait s'empêcher de lui jeter des coups d'œil furtifs quand elle ne regardait pas. Il devait admettre qu'aussi petite soit-elle, elle était agréable à regarder. Rien à voir avec son ex. Vendredi arriva, froid et glacial. Brad était sûr que Miss Winters ne serait pas assez stupide pour attendre dans un parking glacial au cas où il se montrerait. Mais la curiosité l'emporta. Il est passé devant Déniès, juste pour vérifier. Elle était là, tremblante de froid. Bon sang. Brad s'est arrêté, prévoyant de lui faire une sévère leçon pendant qu'il la raccompagnait à sa voiture. Mais alors qu'il s'approchait, elle lui sourit et commença à le guider vers l'entrée du restaurant. « Je pense que tu ressembles à un gars du genre à jouer au Grand Chelem, » a-t-elle ri. Brad grommela. « Je ne peux pas rester longtemps. Peut-être juste un café. » Elle lui serra le bras. « On verra bien. » Alors qu'il s'installait dans un box, l'esprit de Brad s'emballa. Les relations entre enseignants et étudiants étaient aussi vieilles que les écoles elles-mêmes, mais elles impliquaient généralement au moins un semblant de discrétion. Il en avait surpris quelques-uns au fil des ans, comme la fois où il avait surpris un jeune professeur en train de divertir le directeur du département d'anglais dans la salle de lecture. Ils s'étaient dispersés comme des cafards à la lumière, et rien de plus n'avait été dit. Était-ce ce que voulait Miss Winters? Une aventure secrète de mauvais goût? Brad ne pouvait imaginer autre chose. Ce n'est qu'une seule fois, la prévint-il. Je me suis arrêté uniquement parce que je ne pouvais pas te laisser geler là-bas. Ses yeux brillèrent. Non, tu t'es arrêté parce que tu es un gentleman. Elle se pencha, sa voix tombant presque à un murmure. Tu sais, j'ai le béguin pour toi depuis que tu es arrivé à Oakcrest. Mon ex nous a quittés, moi et notre fille, quelques semaines avant ton arrivée. Il m'a écrasé pendant le divorce, pas à cause de l'argent, mais à cause des choses qu'il a dites. Les yeux de mademoiselle Winters se sont embués. Je t'ai vu avec tes enfants. Vous étiez si beaux ensemble. Si heureux. Je suis désolé, mais depuis que ta femme est partie, je ne connais pas les détails, mais je sais ce qui s'est passé. Elle tendit la main par-dessus la table et saisit celle de Brad. S'il vous plaît, laissez-moi vous aider. Brad a dû lui donner raison. Miss Winters n'y est pas allée par 4 chemins. Elle a posé ses cartes sur la table, sans retenue. Malgré tout, Brad sentit qu'il devait la remettre dans le droit chemin. Mademoiselle Winters, j'apprécie votre inquiétude et votre sympathie. Mais je dois vous prévenir, je ne vous vois pas comme une partenaire romantique potentielle. Elle rejeta la tête en arrière en riant. Mon Dieu, j'espère que non. Personne ne l'a jamais fait, et personne ne le fera jamais. Je veux juste que nous soyons amis. Nous sommes des âmes sœurs, Brad. J'ai déjà traversé cette épreuve. Nous pouvons échanger des histoires de guerre. Je sais que je peux aider. Brad était stupéfait. D'abord, il s'est rendu compte que son commentaire sur son manque d'attrait l'avait blessé, et ce n'était même pas vrai. La moitié des hommes et la plupart des garçons de l'école étaient fous d'elle. Ensuite, il était presque sûr qu'elle mentait en disant qu'elle ne voulait pas de romance. Et troisièmement, peut-être qu'il avait besoin de son aide. Il a fait marche arrière. Je ne voulais pas dire que tu n'étais pas belle. Vous l'êtes, tout à fait. Dans toute autre circonstance, je serais certainement intéressé. Mais nous sommes collègues. J'ai une école à gérer. Oui, nous pouvons être amis. Mais restons professionnels aussi. Elle hocha la tête, un sourire aux lèvres. Allons jouer ensemble. J'amènerai ma petite fille,
Tu amèneras tes enfants. On peut parler. Brad remarqua de petits détails sur elle, la longueur de ses cils, les clous d'oreilles émeraude, la façon dont une mèche de cheveux auburn tombait sur son œil gauche. Il dut résister à l'envie de les repousser en arrière. « Ok, » dit-il. « Choisis un jour et une heure. » Miss Winters leva les yeux, puis regarda de nouveau Brad. « Pas ce week-end. »« Et samedi prochain ? C'est toi qui décides quoi et où. »« Non, » rétorqua Brad. « C'est toi qui décides, » sourit-elle. « Non, c'est toi l'homme. C'est à toi de décider. » Brad n'avait pas entendu ce genre de discours depuis des années. Il essaya de ne pas gonfler son torse. « Bon, samedi prochain. Je te ferai part du programme la semaine prochaine. » Ils se levèrent et se serrèrent la main. Brad l'accompagna jusqu'à sa voiture, une Volkswagen cabossée, bien loin des goûts de Caroline en matière de véhicule. Devant sa voiture, ils se serrèrent à nouveau la main. Brad l'aida à monter, la regardant s'éloigner. Dès qu'elle fut hors de vue, le doute s'installa. Brad regarda sa montre, réalisant qu'il devait se dépêcher de rentrer à la maison avant l'arrivée des enfants. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, Brad fit l'erreur de ressortir de vieilles photos de lui et Caroline. Lorsqu'elle est partie, elle n'avait pris que des photos des enfants, laissant derrière elle leur album de mariage. Brad a feuilleté les souvenirs, une boule se formant dans sa gorge. Avant même de s'en rendre compte, il pleurait. Il savait qu'il devait mettre un terme à leur relation avec Miss Winters avant même qu'elle ne commence. Lundi matin, Brad était en service dans le couloir lorsque Miss Winters est entrée pour récupérer son courrier. Son visage a dû le trahir, elle est devenue pâle en le voyant. Brad eut peur. Arborant un sourire, il s'approcha d'elle. « Bonjour », dit-il à voix haute, sans se soucier de qui l'entendait. « Il y a une patinoire près de chez moi. On pourrait y emmener les enfants patiner, puis déjeuner chez moi. » Les professeurs et les élèves passaient en trombe, faisant semblant de ne pas écouter. À la fin de la journée, toute l'école savait que M. Whitmore et Mademoiselle Winters étaient en couple. Mademoiselle Winters semblait incertaine. L'expression initiale de Brad avait dû l'effrayer. « Je n'ai jamais appris à patiner, » dit-elle. « Et ma fille aussi. » Brad lui toucha doucement la main. « Parfait. Je vais t'apprendre. » Elle se détendit enfin, un sourire sincère se dessinant sur son visage. « Bon, allons-y. » Le lendemain avait lieu la réunion mensuelle de la faculté. Lorsque Mademoiselle Winters entra dans la cafétéria, Brad fit un signe de tête subtil en direction de la table la plus proche de lui. Elle a compris le message et s'est assise devant. Brad avait fini de se cacher. Les gens bavarderaient de toute façon. Il voulait que tout le monde sache qu'il s'agissait d'amitié et non d'une affaire sordide. La réunion s'éternisa comme d'habitude. Les chefs de département parlaient en chœur, le directeur sportif pontifiait. Lorsque Brad a ouvert la séance aux questions, les plaintes habituelles ont afflué. Pourquoi n'appliquons-nous pas le code vestimentaire? Ne pouvons-nous pas demander aux enfants de nettoyer eux-mêmes les dégâts qu'ils ont laissés à la cafétéria? Je refuse d'assister à des réunions qui commencent par une prière. Brad a écouté patiemment, rappelant à tout le monde de vérifier les fermetures d'école sur la station de radio locale. Il a conclu en réitérant qu'ils étaient tous là pour enseigner. En regardant son personnel, les pensées de Brad se sont égarées. Il a réfléchi à la prière dans les écoles, au débat, aux quelques enseignants qu'il ne supportait pas et aux petits groupes qu'il avait surnommés en privé les chasseurs de tête, ceux qui semblent vivre pour attraper les enfants qui enfreignent les règles. Une vieille chauve-souris particulièrement méchante me vint à l'esprit. Elle ne savait pas comment sortir d'un sac en papier, mais elle connaissait parfaitement les règles. Brad se souvint de la fois où elle avait traîné une petite fille vers lui montrant triomphalement son manteau en cuir, une violation flagrante du règlement du district. La pauvre gamine était au bord des larmes. « Monsieur Whitmore, c'est du daim, pas du cuir », avait-elle gémi. Brad avait souri à la fille en prenant le manteau. « C'est bon, ma puce. » Puis, fixant la vieille hache de guerre d'un regard d'acier, il avait grogné, tu l'as entendu. Manteau en daim. Le professeur était parti en colère, au grand amusement des autres élèves dans le couloir. Plus tard dans la journée, une copie était apparue sur le bureau de Brad, la définition du dictionnaire du mot daim, surlignée en jaune fluo. Vraiment mature. Puis il y avait les fous de la prière, un groupe de vieilles dames qui insistaient pour que chaque assemblée commence par un bon vieux « cher Seigneur ».
Brad n'y voyait pas d'inconvénient, mais cela en a énervé plus d'un. 2 jeunes enseignants avaient menacé de boycotter l'assemblée si les prières continuaient. Brad avait calmement accepté, puis les avait réaffectés à la cafétéria, le 9e cercle de l'enfer scolaire. Il rigola, les imaginant esquiver les tâtés au volant et la viande mystère pendant 25 minutes par jour. Pourquoi s'attardait-il sur ces petits tyrans? Parce que la plupart d'entre eux nourrissaient une haine particulière pour Miss Winters. La pauvre Shena était constamment traînée devant un directeur adjoint ou un autre à cause de ses méthodes d'enseignement peu orthodoxes. Elle osait organiser des procès fictifs dans sa classe. Elle emmenait les enfants en sortie scolaire. Elle les laissait même, horreur, utiliser les toilettes pendant les cours. En d'autres termes, Shena Winters était tout ce que je voulais. Ce n'est pas mon boulot, méprisée par la foule, créative, innovante et qui se souciait vraiment des enfants. Bon, alors peut-être que Brad avait un faible pour Miss Winters. S'il restait calme et gardait le silence, personne ne pourrait se plaindre. Il aurait pu avoir un ami, n'est-ce pas? Faux. Tout est allé de mal en pis à partir de là. Le rendez-vous de patinage sur glace était une véritable comédie d'erreurs. Brad n'avait pas patiné depuis le divorce. Bridget n'avait jamais appris. Brad Jr. était le seul à ne pas passer plus de temps sur ses fesses que sur ses lames. Shena et sa fille, Laura, étaient comme des poulains nouveau-nés sur la glace. Même Brad a fait quelques chutes. Mais bon sang, ce n'était pas le moment le plus amusant qu'il ait eu depuis des années. Après la patinoire, ils sont retournés chez Brad pour une pizza maison et un marathon de films Disney. Même trop cool pour l'école, Brad Jr. s'est mis à fond. Avant que Brad ne s'en rende compte, Shena et lui sortaient ensemble pour de vrai. Mais elle insistait pour que toutes leurs sorties incluent les enfants. Cette femme était une vraie affaire. Shena a tout dévoilé pour les enfants de Brad. Elle n'essayait pas de remplacer leur mère, elle voulait juste être l'amie de Brad et l'aider là où elle le pouvait. Brad attendait toujours que la situation se dégrade, que quelque chose se passe mal. Mais rien n'y fit. Sa vie ne fit que s'améliorer. En prenant des notes pour son fils, Brad réalisa qu'il y avait encore beaucoup à dire sur l'histoire de Shena. Qui était-elle vraiment? Que avait-elle vécu? Comment était-elle devenue une partie intégrante de leur vie? Brad Jr. en savait quelque chose, mais il y avait des lacunes à combler. Brad se souvenait des conséquences de son divorce, de la solitude, de l'amertume, du désespoir, du sentiment lancinant d'inadéquation. C'était le genre de douleur qui pouvait vider une personne de l'intérieur. Il s'était constamment demandé où il avait échoué. En tant que pourvoyeur? En tant que père? En tant qu'amant? Caroline ne lui avait jamais donné de réponse directe. Brad avait désespérément besoin d'une explication. Mais cela n'est jamais arrivé. D'une manière ou d'une autre, Shena avait senti tout cela. Elle semblait comprendre à un niveau que Brad ne pouvait pas comprendre. S'ouvrir à elle n'avait pas été facile. La confiance de Brad envers les femmes avait été brisée. Il était même allé jusqu'à vérifier les antécédents de Shena après leur premier vrai rendez-vous. Ses résultats universitaires n'avaient rien de remarquable, juste un diplôme d'études publiques standard, comme le sien. Elle était un peu plus jeune, avec une petite fille. Aucune mention d'un mari, ce qui fit se demander à Brad si son histoire de divorce raté n'était que cela, une histoire. La paranoïa avait poussé Brad à surveiller le complexe d'appartements de Shena, à l'affût du moindre signe indiquant qu'elle voyait d'autres hommes ou qu'elle fréquentait les bars après le travail. Il avait été angoissant de baisser sa garde, de risquer de faire confiance à une autre personne. Mais Shena avait été patiente. Leur premier rendez-vous était des rendez-vous discrets, chez Denny, peut-être un film. Brad était-il radin? Bien sûr que oui. Mais il devait dénicher cette femme avant d'investir trop. Ce qu'il a appris l'a bouleversé. C'était comme lire un livre familier, mais sous un angle totalement nouveau. L'histoire de Shena s'est déroulée une nuit après que les enfants se soient endormis. Ils venaient de passer une autre soirée merveilleuse et épuisante, emmêlés dans les draps de Brad. Comme Brad, Shena était tombée amoureuse de son amour de lycée. Contrairement à Brad, ils avaient jeté toute prudence aux orties en matière de protection. Shena s'est retrouvée enceinte au collège. Son petit ami voulait qu'elle s'en occupe, mais Shena n'a pas pu se résoudre à le faire. Ils se sont mariés, jonglant entre le travail et l'école tout en terminant leurs études. L'oncle de Shena, un juge, a joué les ficelles pour lui décrocher le poste à Oakcrest.
Son ex est devenu vendeur de voitures, vendant des voitures suédoises hors de prix aux victimes de la crise de la quarantaine. Brad avait entendu des rumeurs sur le type d'imbécile qui achetait ces voitures, mais il s'en est tenu à ses fidèles voitures de fabrication américaine. D'après Shena, son ex était un bon vendeur mais un mari pitoyable et encore pire au lit, elle n'avait jamais vraiment saisi la signification de wham, bam, merci madame jusqu'à ce qu'elle se marie. Il ne lui a jamais posé la main, mais l'affection était rare. Lorsque Shena a finalement fait ses valises et est rentrée chez ses parents, son ex a essayé de lui enlever leur fille. Le père de Shena est intervenu avec une ordonnance restrictive et son oncle lui a mis en contact avec un avocat de pacotille. L'ex a finalement fait marche arrière. Le divorce a été prononcé, laissant Shena pratiquement seule avec sa petite Laura. Mais ses parents n'étaient pas prêts à la laisser sombrer. Laura portait encore des couches et la mère de Shena est devenue sa bouée de sauvetage. Alors que Shena se confiait, Brad réalisa que même si sa séparation avec Caroline avait été désagréable, le divorce de Shena donnait l'impression que Brad avait passé un bon moment. Caroline et son petit ami médecin n'avaient jamais menacé Brad ni fait craindre pour sa sécurité. Personne n'avait essayé de le forcer ou de s'en prendre à ses enfants. Cela a frappé Brad comme une tonne de briques, il était tombé amoureux de Shena. Et cela lui a fait une peur bleue. Il était terrifié à l'idée de risquer à nouveau son cœur. Mais Shena a vu clair dans ses défenses. Elle a parlé à Brad de la routine de son ex, celle du docteur Jekyll et M. Hyde. Un instant, il était en colère et lui disait qu'il avait trouvé quelqu'un de plus sexy, de plus riche et de meilleur au lit. L'instant d'après, il se mettait à pleurnicher, disant que Shena était trop bien pour lui, qu'il avait besoin de quelqu'un qui n'avait pas peur de se salir les mains. Une fois la poussière retombée, l'ex de Shena avouait toutes ses liaisons. Il l'avait trompée parce que c'était un plaisir, une aventure. Il savait qu'il pouvait s'en sortir. Il a dit à Shena qu'elle était ennuyeuse, qu'il ne pouvait pas supporter l'idée d'être coincé avec elle pour toujours. En l'écoutant, Brad a réalisé que l'ex de Shena débitait les mêmes conneries que Caroline lui avait racontées. C'était comme s'ils avaient tous un manuel d'excuses pour tromperie dans lequel ils s'appuyaient. Mais l'ex de Shena et Caroline avaient raison sur un point. Aucun d'eux ne méritait la personne qu'ils avaient trahie. En entendant l'histoire de Shena, Brad a finalement compris pourquoi Caroline avait abandonné. Ce n'était pas une question de carrière, d'argent ou de statut. C'était parce qu'au fond, Caroline savait que Brad était une meilleure personne. C'était elle qui avait échoué, pas lui. Brad a convaincu Shena de quitter son appartement et d'emménager avec lui et Laura. Quelques semaines plus tard, ils ont discuté avec les enfants. Les Rasmoquet ont mieux pris la situation qu'ils ne l'avaient espéré. Peu de temps après, Brad et Shena se sont mariés. C'était une petite fête, juste leurs parents, les frères et sœurs de Brad et leurs enfants, et une poignée d'amis enseignants. Mais c'était parfait. Brad aimait Shena de toutes les fibres de son être. Il avait retrouvé le bonheur, trouvé sa moitié. Et il était presque sûr que Shena ressentait la même chose. Ses sentiments envers Caroline avaient changé. La haine avait disparu, remplacée par de la pitié. Alors que la vie de Brad était en plein essor, Caroline semblait être en train de sombrer. Elle avait déjà eu un enfant avec le docteur Gilmore, mais apparemment, il n'était pas non plus celui dont elle rêvait. La rumeur courait que Caroline avait encore changé de partenaire, cette fois pour un chirurgien cardiaque de renom. Brad ne savait pas trop quoi penser de tout cela. Lui et Caroline étaient sortis ensemble pendant près de 6 ans et avaient été mariés pendant une douzaine d'années avant qu'elle ne rompe. Elle avait à peine passé 3 ans avec Gilmore. Brad était sûr qu'il y avait plus derrière cette histoire, mais une chose était claire comme de l'eau de roche. Caroline était une marchandise endommagée. Caroline avait divorcé à nouveau? Elle vivait avec un chirurgien cardiaque? Oui, et la rumeur disait qu'elle était cette fois-ci parfaitement heureuse. Mais avec Caroline, qui savait combien de temps cela durerait? Brad avait appris la leçon à ses dépens. Il avait cru qu'il avait tout eu avant, mais il avait vu tout s'écrouler. Cette fois, il savait qu'on lui avait donné une seconde chance et il n'allait pas la gâcher. Alors que Brad terminait ses notes pour son fils, il se rendit compte qu'il restait encore des détails à régler. Qui était vraiment Shena? À quel démon avait-elle dû faire face? Comment était-elle devenue un élément à part entière de leur famille? Brad Jr. en savait déjà une partie. Mais il y avait des lacunes à combler, des choses que son fils avait besoin d'entendre. Brad se souvenait de la solitude écrasante qui avait suivi le divorce, de l'amertume qui menaçait de le consumer.
Il s'était senti inadéquat, moins que rien. C'était le genre de douleur qui pouvait ronger une personne de l'intérieur. Il avait passé d'innombrables nuits à se demander où il avait échoué. En tant que pourvoyeur? En tant que père? En tant qu'amant? Caroline ne lui avait jamais donné de réponse directe. Brad avait désespérément besoin d'une conclusion, d'une explication. Mais elle n'est jamais venue. D'une manière ou d'une autre, Shayna avait senti tout cela. Elle semblait comprendre à un niveau que Brad ne pouvait pas imaginer. S'ouvrir à Shayna n'avait pas été une promenade de santé. La confiance de Brad envers les femmes avait été brisée en 1000 morceaux. Il s'était même abaissé jusqu'à vérifier ses antécédents après leur premier vrai rendez-vous. Les dossiers universitaires de Shayna étaient aussi passionnants que de regarder la peinture sécher, un simple diplôme d'études publiques, comme le sien. Elle était de quelques années sa cadette et avait une petite fille à ses côtés. Aucun mari n'était mentionné, ce qui a amené Brad à se demander si son histoire de divorce raté n'était pas juste de la poudre aux yeux. La paranoïa faisait que Brad jouait au détective amateur, surveillant le complexe d'appartements de Shayna comme dans un film noir à petit budget. Il était en alerte maximale pour tout signe indiquant qu'elle se faufilait avec d'autres gars ou qu'elle fréquentait les bars après le travail. Il avait eu l'impression de se faire arracher des dents pour baisser sa garde, pour même envisager de faire confiance à un autre être humain. Mais Shayna avait la patience d'une sainte. Leur premier rendez-vous était aussi simple que possible, des dîners dans des restaurants gras, peut-être un film si Brad se sentait chic. Était-il radin? Vous pouvez parier que c'était le cas. Mais il avait besoin de comprendre cette femme avant de trop investir de sa personne. Ce qu'il a découvert l'a époustouflé. C'était comme lire un livre familier, mais en comprenant soudain tout le sous-texte qui vous avait échappé jusque-là. L'histoire de Shayna s'est déroulée une nuit où les enfants étaient complètement inconscients. Ils venaient de passer une autre soirée emmêlés dans les draps de Brad, complètement épuisés. Comme Brad, Shayna était tombée amoureuse de son amour de lycée. Contrairement à Brad, il jouait avec les moyens du bord en matière de contraception. Shayna s'est retrouvée à avoir des enfants tout en portant encore un appareil dentaire et en s'inquiétant de la préalgèbre. Son petit ami voulait s'en occuper, mais Shayna n'a pas pu se résoudre à le faire. Ils se sont mariés, brûlant la chandelle par les deux bouts pour finir leurs études tout en travaillant et en élevant un enfant. L'oncle de Shayna, un juge de renom, a tiré quelques ficelles pour lui décrocher le poste à Oakrest. Son ex a fini par vendre des voitures suédoises hors de prix à des hommes d'âge moyen qui essayaient de retrouver leur jeunesse. Brad avait entendu des rumeurs sur le type d'imbécile qui achetait ces voitures, mais il s'en est tenu à ses fidèles voitures de fabrication américaine. Selon Shayna, son ex pouvait vendre de la glace aux Esquimaux, mais il était un mari raté et encore pire sous la couette. Elle n'avait jamais vraiment saisi le concept du wham, bam, merci madame, jusqu'à ce qu'elle se marie. Il ne leva jamais la main sur elle, mais l'affection était aussi courante qu'une rencontre avec une licorne. Lorsque Shayna a finalement eu le courage de partir et s'est enfuie chez ses parents, son ex a essayé de leur enlever leur fille. Le père de Shayna est intervenu comme un justicier masqué avec une ordonnance restrictive, et son oncle l'a mise en contact avec un avocat qui faisait passer les pitbulls pour des câlins. L'ex a finalement compris le message et s'est rétracté. Le divorce a été prononcé, laissant Shayna seule avec un bébé sur la hanche. Mais ses parents n'étaient pas prêts à la laisser s'effondrer. Laura portait encore des couches et la mère de Shayna était devenue sa bouée de sauvetage. Alors que Shayna se confiait, Brad réalisa qu'aussi désagréable qu'était sa séparation avec Caroline, le divorce de Shayna faisait passer son divorce pour une dispute amoureuse. Caroline et son petit docteur n'avaient jamais fait craindre à Brad pour sa sécurité ou celle de ses enfants. Personne n'avait essayé de le forcer ou de lui jouer un tour. Brad fut frappé comme un coup de massue. Il était tombé éperdument amoureux de Shayna. Et ça lui faisait vraiment peur. Il avait peur de mettre son cœur sur la sellette à nouveau. Mais Shayna a vu clair dans son jeu de dur à cuire. Elle raconta à Brad le comportement de son ex, celui de Jekyll et Monsieur Hyde. Un instant, il se déchaînait, se vantant de sa nouvelle petite amie, plus sexy, plus riche et un monstre sous les draps. L'instant d'après, il était en pleurs, disant que Shayna était trop bien pour lui, qu'il avait besoin de quelqu'un qui n'avait pas peur de se salir les mains. Une fois la poussière retombée, l'ex de Shayna a avoué toutes ses activités parascolaires. Il l'avait trompée parce que cela lui procurait un coup de fouet, lui donnait l'impression d'être vivant. Il savait qu'il pouvait s'en sortir. Il a dit à Shayna qu'elle était aussi excitante que de regarder l'herbe pousser,
qu'il ne pouvait pas supporter l'idée d'être enchaîné à la vie. En l'écoutant, Brad a réalisé que l'ex de Shayna lisait le même livre de jeu que Caroline. C'était comme s'ils avaient une bible de tricherie dans laquelle ils s'inspiraient tous. Mais l'ex de Shayna et Caroline avaient raison sur un point. Aucun d'eux ne méritait la personne qu'ils avaient trompée. En entendant l'histoire de Shayna, Brad comprit enfin pourquoi Caroline avait appuyé sur le bouton d'éjection. Ce n'était pas une question de carrière, d'argent ou de statut. C'était parce qu'au fond, Caroline savait que Brad était sa meilleure moitié. C'était elle qui avait fait des erreurs, pas lui. Brad a convaincu Shayna de quitter son appartement en boîte à chaussures et d'emménager avec lui et Laura. Quelques semaines plus tard, ils ont réuni les enfants pour une discussion. Les Rasmoquet ont pris la chose mieux qu'ils n'osaient l'espérer. Bientôt, Brad et Shayna se sont dit oui. C'était une soirée sans chichi, juste leurs parents, les frères et sœurs de Brad et leurs cousins, et une poignée de copains enseignants. Mais c'était parfait. Brad aimait Shayna de toutes les cellules de son corps. Il avait trouvé la perle rare à 2 reprises, trouvé la pièce manquante du puzzle. Et il était presque sûr que Shayna ressentait la même chose.